Un rebondissement choquant dans l'affaire Brian Walsh. Un homme du Massachusetts a été hospitalisé après avoir été poignardé en prison. Nous avons des nouvelles sur son état de santé et nous analysons tout ce que nous savons jusqu'à présent avec le consultant pénitentiaire Justin Paperny. Trouver une opportunité et vouloir vraiment s'en prendre à quelqu'un, que ce soit bien planifié, et quand on voit le type de crime dont il est accusé, c'est un problème. Donc dans ce cas, que ce soit à 22h ou à 10h du matin, il voulait vraiment l'avoir et il a beaucoup de chances que ça n'ait pas été bien pire. Merci de nous rejoindre sur Law & Crime. Je suis Elizabeth Milner. Les autorités indiquent que l'arme était un objet contondant improvisé. L'enquête sur l'agression se poursuit, bien que le procès pour meurtre de Brian Walsh débute dans quelques semaines. Le bureau du shérif du comté de Norfolk indique que les adjoints sont intervenus vers 22h, jeudi pour traiter les blessures de Brian Walsh. Aucun autre adjoint ni officier blessé. Mais pour l'instant, on en sait très peu à ce sujet. Les autorités restent très discrètes sur les circonstances ayant mené à l'agression au couteau, car l'enquête est en cours. On ignore s'il y a eu une altercation physique et l'identité de l'autre détenu reste floue. Voici cependant ce que nous avons appris. Après son transfert au Beth Israel Deaconess Medical Center à Boston, Brian Walsh était conscient et alerte selon les autorités. Concernant ses blessures, National Broadcasting Company Boston indique qu'elles étaient superficielles et qu'il a été renvoyé en prison le soir même. Le bureau du shérif indique qu'ils ont récupéré un instrument contondant de fortune et que l'autre individu impliqué a été maîtrisé par les agents. L'enquête sur l'agression au couteau se poursuit. Le meurtre de Walsh a fait la une des journaux américains. Anna, 39 ans, était mère de 3 enfants de 2, 4 et 6 ans. Anna Walsh a disparu sans trace début 2023 lors des vacances du Nouvel An. Le 4 janvier, Anna a été portée disparue après avoir manqué le travail, chose inhabituelle. Brian aurait déclaré aux enquêteurs qu'Anna avait quitté leur domicile parce qu'elle prenait l'avion pour Washington District de Columbia. Bien que les détectives n'aient pas confirmé qu'Anna avait réservé un vol pour le 3 janvier de cette année-là, ses cartes de crédit et de débit n'avaient pas été utilisées depuis le jour de l'an. Sa disparition a lancé une grande opération de recherche avec secours et chiens renifleurs. 3 jours après sa disparition, les enquêteurs ont reçu un email affirmant « Nous avons Anna Walsh avec nous. Nous avions un accord de 127 000 $. Elle a tout ruiné. Elle est ici avec nous. Et si elle ne paie pas l'argent, alors elle ne reviendra jamais. Et nous savons que la police et le FBI sont impliqués. Bonne chance pour nous retrouver. » L'email provenait du compte Gmail Richard Walker 9 1984 et paraissait évidemment suspect. Mais un jour après l'envoi de l'email, un autre rebondissement majeur s'est produit. Les enquêteurs ont obtenu un mandat de perquisition pour la maison des Walsh à Cohasset. Ils ont trouvé du sang et un couteau ensanglanté au sous-sol. Brian a été arrêté le même jour et accusé d'avoir entravé une enquête policière. Il a comparu devant le tribunal le lendemain. Les procureurs affirment que les enquêteurs n'ont trouvé aucune preuve qu'Anna ait pris un covoiturage de chez elle à l'aéroport le 1er janvier. Ils affirment que les déclarations de Brian à la police étaient une tentative évidente de retarder et d'induire en erreur l'enquête. Même à ce jour, le corps d'Anna n'a pas été retrouvé. Bien que Brian n'ait pas été initialement inculpé de meurtre, cette accusation est venue peu de temps après car les procureurs disposaient de nombreuses preuves, comme les recherches horribles qu'aurait faites Brian sur l'iPad du fils du couple. Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est simplement décrire ses actions à partir du 1er janvier. La prévenue a indiqué le 1er janvier à 15h. Elle a fait des courses, puis est allée chez sa mère à Swampscott, mais elle a survolé ce point car elle n'avait pas son téléphone. Elle a dit qu'elle a su qu'elle était perdue quand elle a vu le bateau pirate sur la route 1. Les prévenus sont restés 15 minutes, puis sont partis à Whole Foods et CBS. La vidéosurveillance a confirmé qu'il n'est entré dans aucun magasin. Le 1er janvier, la prévenue a fait une recherche sur Google en utilisant l'iPad de son fils. Voici quelques-unes de ses recherches, sachant que l'accusé a dit être parti à 6 heures. Le 1er janvier à 4h55 du matin, il a recherché en combien de temps un corps commence à sentir. À 4h58, il a cherché comment empêcher un corps de se décomposer. À 5h20 du matin, il a cherché comment il avait trouvé un corps. À 5h47 du matin, il a cherché 10 façons de se débarrasser d'un cadavre si c'est vraiment nécessaire. Le premier, à 6h25, il a cherché combien de temps il faut qu'une personne soit disparue pour hériter. À 6h34, le premier, il a cherché « Peut-on jeter des parties du corps ?» À 9h29, il a cherché « Utilité du fébaldéhyde ?»
À 9h34, le premier, il a cherché. Durée de survie de l'acide désoxyribonucléique. À 9h59 du matin, peut-on identifier quelqu'un à partir de restes de pâtes? À 11h34 du matin, démembrement et les meilleures façons de se débarrasser d'un corps. À 11h44, comment enlever du sang sur un plancher en bois. À 11h56, Moon part en premier pour détecter du sang. À 1h08, que se passe-t-il quand on met des parties du corps dans le moment? À 13h21, le fédéral a-t-il jeté ou lavé les vêtements de la scène de crime? C'était le 1er janvier. Il y avait aussi des informations obtenues à partir du téléphone de l'accusé, qui montraient que le 2 janvier, il était chez Home Goods à Norwell, où il a acheté 3 tapis. D'autres recherches Google ont aussi eu lieu le 2 janvier. À 12h45, certificat d'aptitude professionnelle à chercher meilleure façon de démembrer. À 13h10, certificat d'aptitude professionnelle à rechercher peut-on être accusé de meurtre sans corps. À 13h14, certificat d'aptitude professionnelle à chercher peut-on identifier un corps avec des dents cassées. Le 2 janvier, après ses recherches, l'accusé a été vu sur les caméras de surveillance du Home Depot à Rockman. En vérifiant la vidéosurveillance, on observe l'accusé sur une caméra de sécurité en train de pousser un chariot. Les articles comprenaient des produits de nettoyage, des serpillières, des brosses, du ruban adhésif, une serviette, combinaison de protection avec couvre-bottes, seau, pince, bicarbonate de soude et hache. Il portait un masque facial et des gants en caoutchouc au moment où il poussait la voiture chez Home Depot. À 5h32, il a été vu sur la rue Jersey à Heyman, en train d'enlever les gants et le masque. Les données de son téléphone ont aussi permis de retracer ses déplacements le 3 janvier. Des déplacements ont été enregistrés à 4h27 le 3 janvier vers un complexe d'appartements à Abington. La vidéosurveillance montre la prévenue et un homme à son apparence sortir d'une voiture près de la benne à ordures. Il va à la benne avec un sac poubelle. Il se penche et le sac semble lourd, car il doit le soulever pour le jeter dans la benne à ordures. Il se dirige vers la benne à ordures avec le sac poubelle et le laisse là. À 16h48, il a frappé un complexe à Abington, puis à 17h10, les relevés téléphoniques le situent dans un autre appartement à Brockton. La vidéo montre une personne correspondant à son apparence et à son logo. Il a encore jugé que je n'avais pas nettoyé la benne à ordures. Le 3 janvier, ce même jour, à 13h02, il a fait d'autres recherches sur Google. Que se passe-t-il avec les cheveux sur un cadavre? À 13h13, quel est le taux de décomposition d'un corps trouvé dans un sac en plastique comparé à un corps posé sur le sol dans les bois? À 13h20, le bicarbonate de soude peut-il masquer ou rendre l'odeur d'un corps agréable? Le 4 janvier, le lendemain, la prévenue s'est rendue chez Home Goods et TJ Maxx. Il a acheté des serviettes ainsi que des tapis de bain et des vêtements pour hommes. À 16h15, ce jour-là, le 4, il s'est rendu chez Lowe's où il a acheté des raclettes et une poubelle. Le 4 janvier, lorsque la police de KZ s'est rendue à la maison pour vérifier le bien-être, les agents ont remarqué sa Volvo avec les sièges rabattus et une bâche en plastique à l'arrière de la voiture. Le lendemain, en observant la Volvo, on voyait les sièges rabattus, des tapis avec de la terre et la moquette semblait présenter des traces récentes d'aspirateur. Interrogé sur la bâche, le prévenu a dit l'avoir jetée à la poubelle. Plus tard, le chimiste a examiné la voiture et était présente avec la vie à l'intérieur. Le 5 janvier, l'examen des données du téléphone de l'accusé a montré que son téléphone s'est déplacé à 8 h du matin, mardi, ici, puis à Swampskit, chez sa mère. Le téléphone s'est rendu au complexe de sa mère à 9h30. Il a contourné le bâtiment durant 5 minutes jusqu'à l'angle sud-est. Dans l'angle sud-est de ce complexe, il y avait une benne à ordures. La benne à ordures a ensuite été sécurisée et fouillée. Le 8 janvier, la police et les techniciens de scène de crime ont fouillé le logement. Ils ont trouvé du sang et un couteau ensanglanté et endommagé dans le sous-sol. Un deuxième couteau a également été trouvé dans ce sous-sol.
De plus, il y avait de grands sacs plastiques résistants achetés à cette période chez Home Depot. Dans l'enquête, la police a vérifié l'activité des cartes de crédit d'Anna, ses sacs, vols et trains. Il n'y a eu aucune activité depuis la dernière fois qu'elle a été vue, le 1er janvier. La police a également tenté de retrouver ce qui était arrivé aux sacs que l'accusé avait été vu en train de jeter dans la benne à ordures plus tôt. C'était à Abington. Ces sacs et leur contenu avaient déjà été ramassés et emmenés dans un endroit pour être broyés et incinérés lors d'un entraînement. Au moment où la police a localisé cela, tout avait déjà été détruit. Cependant, les enquêteurs ont sécurisé et fouillé les bennes à ordures du complexe de la mère de mon ami à Swampscott. Elles ont été fouillées dans une station de transfert à Peabody. Les enquêteurs ont retrouvé 10 sacs poubelles à l'intérieur des sacs poubelles. Beaucoup de ces objets présentaient des taches systématiquement contaminées. Parmi les objets saisis, il y avait des serviettes, des chiffons, des chaussons, du ruban adhésif, une combinaison de protection, des gants, des produits de nettoyage, des poches, des tapis, des bottes de chasse, un sac à main de produits, une carte de vaccination COVID-19 au nom d'Alana Walsh, une scie à métaux, une hachette et quelques cisailles découpées. Depuis l'audience de 2023, Brian Walsh est détenu sans possibilité de libération sous caution. Depuis, les procureurs ont révélé qu'Anna avait près de 3 millions de dollars d'assurance vie dont son mari était le seul bénéficiaire. La défense de Brian soutient qu'il n'avait pas besoin de cet argent. Nous avons aussi découvert que la relation entre Anna et Brian n'était pas aussi parfaite qu'elle le semblait. D'après les documents du tribunal, Anna a eu une liaison à Washington. L'homme concerné a déclaré aux enquêteurs qu'ils étaient ensemble depuis plusieurs mois et prévoyaient de fêter le Nouvel An ensemble. Puis elle a disparu, mais il a apparemment été écarté comme suspect. Puis, il y a eu un autre rebondissement dans l'affaire lorsqu'un nom familier provenant d'une autre affaire très médiatisée du Massachusetts est apparu dans l'affaire Walsh. Michel Proctor était un enquêteur principal sur l'affaire Karen Read et a aussi enquêté sur l'affaire Brian Walsh. Proctor a été démis de ses fonctions après avoir envoyé des textos insultants traitant Karen Read de folle et souhaitant son suicide à sa sœur. Bien que Proctor ait affirmé que ses émotions avaient pris le dessus, il a été relevé de ses fonctions après que le procès de Read se soit terminé par une annulation l'été dernier. Mais les avocats de Walsh veulent obtenir ses courriels et messages textes. Dans cette affaire, le gouvernement fédéral et le procureur du comté de Norfolk collaboraient étroitement. Ils enquêtèrent sur un homicide poursuivi par le comté de Norfolk. Ils enquêtaient sur la police d'État pour des violations d'intégrité, des violations de la politique, une conduite inappropriée et un manque de supervision. Ces informations ont alors commencé à nous parvenir. Et comme l'a expliqué M. Tipton, que ce soit en ce qui concerne le vote, la crédibilité ou les préjugés, cela fait partie de ce que nous voulons montrer et de ce que nous comptons démontrer. Nous pensons que le document relève de la règle 14 ils l'ont, donc nous devrions aussi l'obtenir. Je ne pense même plus que l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques soit nécessaire. S'ils ont indiqué qu'ils allaient suivre cette voie, alors c'est très bien. Mais cela n'annule pas notre argument selon lequel il s'agit de la règle 14. Et la commission de surveillance du commerce est récente, c'est 2020, elle a clairement indiqué que c'est en leur possession. En ce qui concerne les affaires qu'ils ont citées dans leur réponse, ils s'appuient sur Homo contre Bonnet, qui était une affaire de 2015. Je ne pense pas que cela soit pertinent. Bonnet est une affaire dans laquelle le bureau du procureur de l'État n'était pas au courant de l'identité d'un informateur confidentiel. Et donc, ce n'était pas en leur possession. Deuxièmement, ils disaient que c'était confidentiel. Nous n'avons rien qui montre que quoi que ce soit dans ces 3074 pages soit confidentiel ou protégé. Nous ne savons pas. Nous avons rassemblé ces informations à partir des conclusions d'autres affaires, des réponses du gouvernement, juste pour savoir qu'ils les ont, à peu près de quoi il s'agit, et puis plusieurs lettres entre le bureau du procureur du district et le gouvernement fédéral parlant de ce matériel, en particulier des agents impliqués. Et la raison pour laquelle je peux le souligner, c'est qu'il y a une multitude de raisons pour lesquelles cela serait pertinent. Mais ce que nous avons pu déterminer, c'est que le trooper Proctor, qui était l'enquêteur principal sur cette affaire, au moment où il a commencé à enquêter sur Brian Walsh et la disparition de sa femme, il savait qu'il faisait l'objet d'une enquête fédérale.
Et donc, son parti pris, sa motivation, tout ce qui concerne son intégrité est primordial pour lui. Avec toutes ces réflexions, je ne vois pas comment ce n'est pas la règle 14. Je ne comprends pas pourquoi nous ne l'avons pas déjà. Sinon, je m'en tiens au document et il parle de ressentir votre argument. Et voix off, je suis d'accord, le procureur n'a pas l'obligation d'enquêter sur notre affaire, mais il ne l'a pas fait. Donc, nous ne leur demandons pas d'aller chercher quelque chose qu'ils n'ont pas. Et dans la note de bas de page 4, citée dans leur mémoire, il est clairement indiqué que le gouvernement ne peut ignorer un élément exculpatoire. Des documents prouvent que l'enquêteur principal dans une affaire d'homicide savait être visé par une enquête fédérale dès son arrivée sur l'affaire. Encore plus fort. Eh bien, je ne pense pas que vous soyez en train de plaider, mais n'était-il pas déjà poursuivi? Non, votre honneur. Voulez-vous préciser l'action? Non? Quel est le calendrier de cette inculpation? Vous voulez dire, Monsieur Proctor? Parlez-vous de l'agent Proctor ou de Monsieur Walsh? Je pensais que vous parliez de Monsieur Walsh. Non, Monsieur Weiss, parce qu'il savait que... Non, le soldat Proctor savait qu'il était sous enquête fédérale. Quand j'ai pensé que vous étiez... Affirmant qu'il y avait un parti pris contre votre client. Parce que... Il était... Sous contrôle fédéral. Non, c'est la gendarme Proctor. C'est un biais supplémentaire, d'ailleurs. D'accord, on se concentre sur cette partie. Dès son intervention dans l'enquête, rappelez-vous que le bureau du procureur du comté de Suffolk contrôle les enquêtes pour homicide. Il collabore avec la police d'État et le CCAP. Le bureau du procureur du comté de Norfolk savait désormais que Proctor faisait l'objet d'une enquête fédérale, notamment sur sa façon de superviser et de mener les enquêtes. Il est désormais l'officier en charge du dossier, alors que le sien est encore en attente. Donc, c'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles non seulement ces documents sont pertinents, mais ils pourraient très bien être à décharge. Et selon la règle 14, ce n'est pas à décharge, c'est matériellement non pertinent. La défense a également soutenu que les enquêteurs avaient obtenu illégalement les recherches Google utilisées comme preuve. Mais le Commonwealth pourra-t-il utiliser ces recherches pendant le procès? Ils le pourront, malgré les objections de la défense. Selon MassLive, l'avocate de Walsh a tenté de faire appel d'une décision autorisant les procureurs à utiliser les recherches comme preuve. Mais une juge de la Cour suprême a rejeté l'appel de la défense. Bien qu'il se remette d'une agression au couteau en prison, Brian Walsh devrait toujours être jugé le mois prochain. Je suis maintenant rejointe par le consultant pénitentiaire Justin Paperny. Justin, ravi de te voir et merci beaucoup de m'avoir rejointe. Quelle est ta réaction face à l'agression au couteau de Brian Walsh en prison? Eh bien, cela prouve que même si vous êtes dans une prison de haute sécurité, si un détenu a l'intention de blesser quelqu'un dans une affaire très médiatisée, beaucoup de personnes en prison ont des enfants, ils ont leur fils, leur fille, et ils veulent agir, ils veulent blesser quelqu'un. Il est donc facile de blâmer la prison, sans aucun doute. Même en prison de haute sécurité, si quelqu'un veut vraiment blesser, cela peut arriver. Et sa blessure serait superficielle, mais les responsables nous disent qu'ils ont retrouvé un instrument contondant de fortune. N'est-ce pas simplement une façon officielle de dire lame artisanale? Exact. Tu maîtrises aussi tout le jargon de la prison. On l'a fait longtemps, tu comprends maintenant. En cuisine ou à certains postes en prison, il est facile de faire preuve de créativité pour fabriquer une arme artisanale. Un ustensile, n'importe quoi venant de la cuisine suffit pour blesser quelqu'un. Et même s'il va bien, ce qui est une bonne chose, il peut s'attendre à ce genre de traitement pendant toute la durée de son séjour en prison. Et il ne semblait pas que Brian Walsh ait eu des problèmes en prison jusqu'à cet incident. Que penses-tu qu'il s'est passé? Tu penses qu'il avait juste des soucis avec un autre détenu? Penses-tu que la notoriété de son affaire a peut-être dérangé un autre détenu? Quelles sont tes pensées sur ce qui aurait pu se passer là-bas? Il faut du temps à quelqu'un pour planifier l'obtention d'une arme et attendre l'occasion d'être seul pour blesser quelqu'un. Donc, il n'a pas été en prison si longtemps que ça, relativement parlant. Donc, cela pourrait effectivement prendre autant de temps pour commettre une agression ou, vous savez, vivre une expérience de cette ampleur, pour ainsi dire. Il paraît que planifier ces choses prend du temps, d'après ce que j'ai entendu et lu. Heureusement, je n'ai pas vu ça en prison. Oui, c'est bien. Et c'est aussi bien que pendant cette période, c'était plutôt sûr, tout bien considéré. Eh bien, vous savez, quand quelque chose comme ça arrive, quand on vous emmène à l'hôpital, puis qu'on vous ramène plus tard en prison, comme dans la situation de Brian Walsh, pensez-vous qu'il a été envoyé en isolement administratif ou qu'il a été renvoyé dans la population générale? Pensez-vous qu'il a été placé quelque part, vu la discrétion actuelle des autorités? Je parierais qu'il est en isolement sous surveillance accrue.
Les prisons fédérales et d'État ont connu de nombreux problèmes d'évasion et de blessures. À mon avis, il est en isolement, ce qui est plus difficile car il reste isolé 23 heures par jour. On se sent souvent enfermé, sans savoir s'il fait jour ou nuit, et on se douche 1 à 2 fois par semaine. On est désorienté, et l'expérience est bien plus difficile. Mais la prison dirait que c'est pour sa protection, alors il doit être isolé avec plus de surveillance de la part du personnel. Donc je présume qu'il est en isolement total en ce moment. Et vous savez, nous comprenons que la prison ou la détention n'est pas forcément comme un hôtel, une suite, une station balnéaire ou quoi que ce soit de ce genre, mais en ce qui concerne la sécurité et le sentiment de se sentir peut-être en sécurité ou en insécurité, pensez-vous que les détenus sont un peu plus vulnérables la nuit? Les agents affirment être intervenus peu avant 22 heures. Pensez-vous qu'il y a plus de possibilités pour que des choses comme ça se produisent tard dans la nuit? Êtes-vous surprise que cela soit arrivé juste avant 22 heures ou à l'heure annoncée par les autorités? Êtes-vous surprise par l'heure de l'événement? Le soir, il est plus simple de relâcher sa vigilance. La journée est passée et le personnel peut se montrer plus laxiste. Avec les lumières tamisées, il est plus facile de saisir cette opportunité, mais nous l'avons déjà vu, même à 10 heures du matin, ou à 22 heures si vous trouvez une opportunité, être déterminé à atteindre quelqu'un, que tout est bien planifié et que vous connaissez l'accusation. C'est un problème. Donc dans ce cas, que ce soit à 22 heures, à 10 heures du matin, ils étaient résolus à l'obtenir, et il a eu de la chance que ce ne soit pas pire. Mais cela n'exclut pas d'autres à venir, c'est pourquoi je pense qu'ils vont juste continuer à l'isoler. Et Brian Walsh devrait être jugé très bientôt pour le meurtre de sa femme. En ce qui concerne la préparation de son procès, la préparation de sa défense, pensez-vous que l'agression au couteau a pu le bouleverser d'une certaine manière? Je veux dire, j'imagine mal que ça ne l'ait pas affecté. Mais que pensez-vous du fait que, alors qu'il prépare sa défense, cette agression au couteau n'a peut-être rien arrangé pour lui? Il est difficile de comprendre quelqu'un capable de ce dont on l'accuse. C'est écœurant et dégoûtant. Et à ce stade, il s'est convaincu, d'une manière ou d'une autre, qu'il n'a rien fait de mal. C'est lui la victime. Je vois même des déclarations de l'avocat de la défense. Il s'accroche à tout ici. Il a sûrement pensé, plaider coupable ou être condamné, c'est la perpétuité. Il doit juste espérer avoir de la chance. Une partie du problème pour laquelle il pourrait être isolé en prison n'est pas seulement à cause du crime, mais aussi à cause de son refus d'assumer ses responsabilités, n'est-ce pas? Et aussi apparemment ce qu'il a fait après le meurtre présumé, c'est comme s'il avait redoublé et triplé de décisions vraiment répugnantes et terribles. S'il repousse les gens, se montre arrogant, supérieur, distant et impoli, en plus du crime et de certains comportements en prison, cela pousse à vouloir faire de lui un exemple. Et pensez-vous que ces avocats de la défense vont utiliser cela à leur avantage pour peut-être repousser encore plus le procès? Comment la défense pourrait-elle utiliser l'agression au couteau pour défendre Brian Walsh? S'ils disent qu'il est si blessé et qu'il n'est pas en mesure de se préparer correctement pour le procès, vous pouvez certainement vous attendre à ce que le juge accorde un report. Mais s'il est capable de se préparer et qu'il réagit bien malgré cette blessure, alors le juge pourrait dire que vous avez vos appels téléphoniques et vos visites avec votre avocat. Nous avons un procès à venir et nous voulons respecter les victimes et la famille de la victime. Nous sommes en cours. Je pense donc que le procès aura lieu sauf s'il est vraiment blessé. Selon vous, comment Brian Walsh a-t-il vécu ces dernières années? Parce que, comme tu l'as dit, Justin, il vient d'un milieu très aisé. Et maintenant, il est en prison, accusé de ce crime vraiment odieux et horrible, qui est d'avoir assassiné et démembré sa propre femme. Mais selon toi, comment a-t-il vécu cette chute maintenant qu'il attend son procès en prison? J'ai rencontré des gens passer de belles maisons à un centre de détention minimal. Quel changement! Passer d'une belle maison à un centre de détention ou une prison du comté est une expérience bouleversante. Dans ce cas, s'il est reconnu coupable, il l'a entièrement cherché. Je suppose qu'il n'a pas envisagé qu'une condamnation le condamnerait à la prison à vie, sans tenir compte de ses conditions de détention. Mais pour répondre à votre question, oui, c'est un grand changement de se faire dire quand manger, quand dormir, quand recevoir des visites, quel sera votre travail et de craindre continuellement pour sa vie. J'étais dans un camp de sécurité minimale, sans violence. Ce qui marquait le plus, c'était l'ennui. C'était la prison, mais sans violence. Il est dans une situation où, 24 heures sur 24, il est en danger. Et s'il se comporte mal ou s'il a cet air d'arrogance, les problèmes vont continuer. Mais c'est un changement énorme, et je suppose qu'il n'a pas pris en compte ces choses-là s'il a vraiment fait ce qu'on lui reproche. Comment prendre en compte ces éléments? Il n'était pas rationnel s'il était reconnu coupable.
Et selon vous, qu'est-ce que ça fait pour les détenus ou les prisonniers qui se préparent à un procès pour meurtre? Je sais qu'on ne peut pas vraiment se mettre à leur place ou quoi que ce soit, mais comment se passe la période de préparation pour les détenus qui doivent se préparer à un procès alors qu'ils sont encore en détention? Eh bien, c'est beaucoup plus difficile que si vous étiez libre, parce que même si vous avez le droit de voir des avocats en prison et d'avoir des appels téléphoniques, c'est beaucoup plus compliqué. Vous n'avez pas l'accès d'une personne libre. Je suppose qu'il comprend assez bien qu'il va être condamné. Donc, pour certaines personnes, les preuves sont accablantes. Nous voulons être très prudents. Tout le monde a droit à un procès. Mais il y a des gens qui vont au procès et qui disent « D'accord, je suis absolument innocent. Je vais garder espoir de gagner. » Même en cas de défaite dans des affaires de criminalité en col blanc, la peine dure 3 à 8 ans, puis se termine. À un moment, vous sortirez. Il sait qu'en cas de condamnation, il restera en prison à vie. En prison. Son seul avantage, s'il est condamné, sera sans doute d'être transféré dans une prison un peu plus confortable que l'actuelle. Il lui reste un peu d'espoir pour l'avenir. Mais pour l'instant, son seul espoir, c'est que ses avocats lui disent qu'il va y avoir une erreur. Un juré pourrait le favoriser ou la police commettre une faute professionnelle. J'ai vu certaines preuves auxquelles ils ont eu accès au gouvernement. L'avocat a dit « tu n'aurais pas dû voir ça à cause d'erreurs du procureur. » Mais il a une assez bonne idée de ce qu'il attend pour le reste de sa vie en prison. Et vois-tu une possibilité qu'un jury puisse vraiment être de son côté dans cette affaire? Les jurés sont objectifs et font bien leur travail. Cela dépend des preuves, mais probablement pas. Oui. Et nous devrons voir comment ils finiront par prendre leurs décisions quand ce moment viendra. Justin, je tiens à te remercier énormément pour ton analyse de cette affaire. J'apprécie vraiment le temps que tu m'as accordé aujourd'hui. Content de te voir? Ravi de te voir. Brian Welch purge déjà 3 ans de prison pour une autre accusation. La sélection du jury pour son procès pour meurtre devrait commencer le 20 octobre. Law & Crime compte diffuser l'intégralité de son procès. Merci de nous rejoindre sur Law & Crime. Je suis Elisabeth Milner.